Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. De nous suivre à la radio sur 99 à Cancan et dans tout le Bécan Diamana, à modulation des fréquences bien entendu. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui nous a rejoint dans ce studio, M. Ousmane Savané. Il est le directeur commercial et directeur d'exploitation du port autonome de Conakry. Et il va donc tenter de répondre à nos questions sur le contrat de concession signé par l'État guinéen en faveur de la société Al-Barak. Beaucoup de questions et de commentaires autour de ce contrat. Et donc M. Ousmane Savané qui est avec nous, on va l'interroger dans un instant. Un peu plus tard, on s'intéresse à l'affaire Porto Mayor. On parle de pêche. Porto Mayor du nom des navires battant pavillon espagnol qui auraient été libérés après un temps sans payer d'amende. Le navire, comme d'autres chalutiers, une dizaine, avait été arraisonné récemment pour activité de pêche illicite ou activité de pêche avancée dans des zones réservées à la pêche artisanale. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans cette affaire qui a fait libérer Porto Mayor sans paiement d'amende? Colonel Mfamara Diomandé, préfet maritime, et à sa suite, M. Aboubakar Jolicoeur Kaba. Il est le président du réseau des ONG, Organisation professionnelle de la pêche artisanale en Guinée. Ils vont intervenir par téléphone dans cette émission. On fait face à notre invité à présent. M. Savané, bonjour. Bonjour. Rapprochez de vous du micro. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue. Bonjour à vos millions d'auditeurs qui vous écoutent. Bonjour aussi à mes collaborateurs du port autonome de Conakry qui nous écoutent à l'instant. Bien. Bon, moi, je voudrais bien, si tu permets Antoine, commencer avec cet épisode quand même qui date de juillet. De juillet-août 2000, bien avant juillet, parce que les discussions autour du contrat avaient commencé bien avant. Donc depuis 2018, il y a eu l'épisode où on a parlé d'un conseil d'administration qui n'aurait pas statué sur ce projet de convention. Il y a eu cette signature, l'une qui signe, l'autre qui cachette. On s'en rappelle encore très bien. Il y a eu pas mal de discours autour, pas mal de valses, mais jamais nous n'avons eu le privilège d'avoir dans ce studio, par exemple, quelqu'un qui veuille s'exprimer au nom de la direction générale du port autonome de Conakry. C'est une des premières que nous avons en République de Guinée depuis cette histoire. Question simple, pourquoi tout ce silence? Parce qu'on parle quand même d'un patrimoine, le port autonome de Conakry. Bon, nous n'avons pas gardé silence, nous avons intervenu dans d'autres radios, même à Espace bien sûr, mais pas sur le plateau des grandes gueules. Mais nous avons quand même fait des déclarations et des interventions sur le terrain au port autonome. Vous êtes d'accord que c'est un contrat mal compris, mais aussi mal perçu? Alors d'abord sur la forme, vous êtes d'accord que c'est du gré à gré? Oui, c'est l'entente directe. Ça se justifie. Ça se justifie par quoi? Ça se justifie par l'urgence qu'il faut par rapport à l'amélioration des conditions de vie du peuple guinéen. C'était quoi l'urgence? Il y avait quelle urgence qui ne permettait pas de s'inscrire dans le cadre d'un appel d'offres international ouvert? Ok, je vais expliquer l'urgence. Tout à l'heure, il y a Madame Hiro, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui a vraiment dit quelque chose qui m'a tiqué tout à l'heure lorsque je vous écoutais. Elle a dit que le développement d'un pays passe par le mieux-être de la population à la base. Aujourd'hui, il s'agit du port du bas peuple, c'est-à-dire le terminal conventionnel. C'est là-bas où passe le riz, le sucre, l'huile, le blé, qui sert de la fabrication de la farine et du pain. Donc, qu'est-ce qui justifie l'urgence? D'abord, la demande nationale a augmenté et le port n'arrive pas à faire face à cette demande nationale. C'est-à-dire qu'il y a trop de surestaries sur les navires du port conventionnel. Au moment où je vous parle, il y a un navire de blé qui a déjà cumulé $500,000 de surestarie. Faute de quoi? Surestarie, c'est faute de quoi? Faute de capacité? Faute de capacité d'accueil, ça c'est un faute de place à cause de l'exécutif du port.
Le terminal conventionnel aujourd'hui ne dispose que 4 quais exploitables et c'est des quais de 150 mètres, alors que nous recevons des navires de 200 mètres. Quand tu mets les amarres au bollard, aujourd'hui ça occupe 300 mètres, ce qui fait que pratiquement on n'a que 2 quais. Avec l'occupation de Mercy Ship, on n'a qu'un seul quai exploitable actuellement. Donc il y a une urgence d'abord pour faire l'extension du port conventionnel. Il y a une urgence là. Il y a une urgence aussi pour approfondir le canal d'accès aujourd'hui. On est aujourd'hui à 10 mètres de profondeur, alors que par rapport à la concurrence, si tu prends le port de Lomé, 16 mètres de profondeur, le port d'Abidjan, 14 à 17 mètres de profondeur. Alors que le port de Conakry devrait réellement être un grand port à cause de sa position géographique, à cause de sa proximité avec le Mali et à cause de sa position géographique sur les lignes maritimes, sur les grandes routes maritimes. Donc l'urgence se pose aujourd'hui. Pourquoi? Ce n'est pas aujourd'hui que les gens se posent. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens se posent. Et ce n'est pas comment on peut passer tout ce temps-là sans se rendre compte quand même de cette urgence. Il y avait cette urgence. Quand même, ça ne tient pas la route, M. Sabané. Je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous amener à répondre. Attendez, après vous allez poser vous votre rappeler question. quelque chose. L'urgence a commencé quand je ne peux pas vous dire ça, mais il y a urgence là. Il était urgent, il est impératif de signer ce contrat pour soulager la... À la va-vite. Pas à la va-vite. Attention, il y a 8 mois de négociations. Il y a 8 mois de négociations. 8 mois. Avec la direction. 8 mois pouvez vous permettre. Qui a négocié avec qui? Voilà, 8 mois aussi. de Conakry a négocié avec la société Al Bayrak. Vous aurez pu passer un appel d'offres en 8 mois quand même. Vous ne pouviez pas lancer un appel d'offres, sélectionner un opérateur qui aurait toutes les qualités pour travailler. Attention. Parce qu'on va parler tout à l'heure de la qualité. Techniquement, c'est pratiquement impossible en 8 mois. Techniquement, c'est impossible en 8 mois. Il faut combien de temps? Il faut combien de temps pour lancer un appel ouvert? Pour lancer un appel d'offres international, ça prend autant de temps quand même. Pour préparer le dossier, pour préparer le dossier, c'est-à-dire consulter un cabinet pour élaborer les cahiers de charges. D'abord, la consultation là doit être restreinte ou bien ouverte aussi pour trouver un cabinet d'abord qui va élaborer, qui va faire les études, qui va proposer un cahier de charges. Après, lancer la consultation. Avec tous les risques que vous avez, vous allez voir que ça va prendre beaucoup de temps. De toutes les façons, c'est que je vais vous dire. 8 mois quand même, hein? On a besoin de savoir combien de temps. Quelque chose que vous comprenez à la procédure d'appel d'offres ou à l'entente directe. Quand il y a entente directe, cela ne veut pas dire forcément. Quand il y a appel d'offres, cela ne veut pas dire forcément que le marché est avantageux par rapport à l'entente directe. Je vous donne un exemple terre à terre. Il y a eu l'appel d'offres international pour la concession du terminal conteneur en 2008, à la faveur duquel la société Zetma International a rapporté le marché. Mais ça a abouti à un contrat qui dispose plusieurs clauses léonines, telles que l'exonération totale sur 25 ans, avec 114 millions d'euros d'investissement sur les 25 ans. Ouais. Alors que le contrat de Bolloré, que je vous vois souvent critiquer ici, à juste titre quand même. Hein. Oui. Le contrat de Bolloré, c'est 500 millions d'euros d'investissement en 25 ans avec zéro exonération. Donc, l'appel d'offres qui a été fait, le contrat qui a été signé, dès sa signature, avait fait des appels à la Guinée 866 millions d'euros d'investissement. 866 millions d'euros à la Guinée. Parce que la différence entre, comment on appelle ça, 114 millions d'euros et 500 millions d'euros, c'est trop grand déjà. C'est trop grand déjà. Maintenant, donc les conditionne pas. Les redevances, les impôts et taxes attendus sur les 25 ans qui avoisinaient les 480 millions d'euros. Mais ça ne répond pas à une question simple. Donc je voudrais dire tout simplement que ce n'est pas la peine de polémiquer appel d'offres ou entente directe. L'essentiel est que ça soit à l'avantage de la Guinée et que ça apporte... Les travaux d'investissement ont-ils commencé? En quoi c'est l'avantage de la Guinée? Parce qu'il y a eu le DRH du port autonome de Conakry qui a pris le risque à l'époque de dire au chef de l'État, ce n'est pas avantageux pour la Guinée parce qu'il a décortiqué le contrat. Il y a eu le directeur comptable et financier du port autonome de Conakry qui a passé plus de 30 ans, qui a dit que ce n'était pas avantageux pour la Guinée, qui a même été renvoyé par après. Mais c'est tout ceci qui tout de même n'avait rien à perdre en dénonçant tout cela, ont pris le risque de dénoncer le contrat qui avait tout à perdre. On pris le risque de dénoncer le contrat. Il faut tout de même révéler que
Il y a des raisons, de dire que ce contrat-là c'est sceptique. N'était pas du tout avantageux. Je vais vous dire que ce contrat est fait dans l'intérêt du peuple guinéen et dans l'intérêt du port autonome de Conakry. Je le prouve. Comment? Merci. D'abord, j'ai évoqué des raisons actuellement. Prenons le trafic aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à 10 700 000 tonnes de trafic. Bien. Comparativement au port d'Abidjan, 24 millions de tonnes. Comparativement au port de Lomé, 20 millions de tonnes. Comparativement au port d'Abidjan, et au port de Dakar, 19 millions de tonnes. Donc, nous ne sommes pas en retard, nous sommes derrière même les autres. Nous risquons d'être infidèles. Donc, il faut faire face. Pour faire face à cela, il faut trouver des partenaires sûrs, discuter avec eux pour mettre en œuvre l'extension et la modernisation du port. En quoi Al-Bayrak est un partenaire sûr? Sur la base de quoi pouvez-vous affirmer que Al-Bayrak va être un partenaire sûr qui va nous sortir de cette torpeur? Parce que vous parlez de 10 millions de tonnes. Jusqu'à quand, par exemple, est-ce qu'on va atteindre le port d'Abidjan qui est là au-delà de 20 millions aujourd'hui? Comment, sur quoi se fonde tout ça? Les grandes gueules. D'abord, je vais vous dire qu'Al-Bayrak gère déjà 2 ports. En Somalie? Non. En Somalie, en Turquie? À Mogadiscio, oui, à Mogadiscio, en Somalie et en Turquie, Al-Bayrak gère 2 ports. Ça, c'est un. C'est pas beaucoup. Mogadiscio? En Somalie? En Turquie, qui est le pays quelqu'un qui a pu gérer un port dans un pays comme la Somalie et qui a pu moderniser un port, non. Attention, ça n'a rien à voir. En termes d'expérience et de capacité. Le port d'abord est politique. Le port d'abord est technique. Ce n'est pas politique. Quand il y a crise politique, ni rien, ça n'engage pas le port. Le port d'abord, c'est-à-dire la performance, l'investissement réalisé dans un port n'a rien à voir avec le pays en guerre. Le pays n'est pas en guerre. Quelqu'un qui a réussi à développer un port dans un pays en guerre, c'est de l'exploit, il faut le dire. Al-Bayrak c'est l'une des grosses firmes de construction au monde. D'abord, ils ont une expérience non seulement dans la construction, d'ailleurs ça c'est avéré, c'est la plus grande firme de construction en Turquie, mais ils ont une expérience en matière de gestion portière, ils sont dans le transport, c'est vraiment une grosse industrie financière. Alors monsieur Savani. Donc le problème... Le problème... Al-Bayrak est donc un partenaire sûr si on vous écoute très bien. Maintenant, moi j'ai envie de comprendre. Il n'a pas fini d'énumérer les avantages. Les avantages liés à ce contrat. Effectivement, laissez-moi venir. Bien. On va l'écouter, allez-y. Donc, en matière de trafic, nous sommes en retard par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, le transit est à 290 000 tonnes. Alors que, si tu prends le port de Dakar, ils sont à 2 700 000 tonnes déjà. Le port de Togo, ils sont à 3 700 000 tonnes. Et le port de... comment on appelle ça? Le port d'Abidjan, ils sont à 2 700 tonnes encore. Alors que nous sommes... Si tu prends le port de Cotonou, ils sont à 4 millions de tonnes de transit. Alors que nous sommes à 200 et quelques mille tonnes de transit. Donc, nous risquons d'être un port de second plan, infidèle. Ça, c'est un premier plan. Ça, c'est un premier point qui nécessite la concession du terminal conventionnel, qui nécessite de faire appel à un investisseur. Parce que pour développer un port, soit on le fait par endettement, soit on le fait par partenariat public-privé. Oui. Ou on le fait par autofinancement. Si c'est l'autofinancement, on n'a pas la capacité. Parce que le port a réalisé un résultat net de 40 milliards en 2017, qui a été vraiment un record. Moi, j'ai envie qu'on aille dans le concret, M. Savani. Dans le concret. Je vais terminer. Attendez. Laissez-moi terminer. Il est en train d'évoquer. Laissez-moi terminer. Dans le contrat, il est dit qu'il faut une transition de 3 mois. C'est-à-dire que le port de Conakry transfère toutes les compétences à Al-Bayrak. Est-ce que ça a été fait déjà? Est-ce que Al-Bayrak a pris possession du port? Parce qu'il était dit que c'était un investissement de 500 millions d'euros. C'est différent. 200 millions d'euros en une année. Est-ce que cela a été déjà... Est-ce que cela a commencé? Est-ce que ça a commencé sur le terrain? La signature du contrat, l'entrée en vigueur du contrat, la prise de fait du contrat sont différents. Sont très différents en matière contractuelle. Ça n'a pas encore pris de fait? Le contrat a été signé
en août 2018. Mais le contrat est rentré en vigueur seulement le 15 avril dernier. Et dès l'arrivée, depuis le 15 avril, les investissements ont commencé au port. On a déjà débuté les travaux de la pénétrante de 4 km pour désengorger d'abord, parce qu'on veut plus que les camions partent à Kaloum pour faire les mouvements entrée-sortie. On veut qu'ils passent, qu'ils contournent. Il y a une contournante qui est en construction d'une largeur de 10 mètres avec 115 d'accotement. Il y a un parking en construction aussi. Il y a un parking de 18 hectares remblayé sur la mer qui sera construit pour enlever les camions sur les artères de l'autoroute, pour trouver un parking, parce qu'il n'y a pas de parking pour les camions aujourd'hui. Les camions sont partout sur la route, donc il faut trouver un parking. Et ce programme a commencé. Nous avons déjà reçu, la semaine dernière, une grille mobile de dernière génération d'une capacité de 85 tonnes qui pèse 250 tonnes lui-même. Qui va, parce que vous avez aujourd'hui les navires qui n'ont pas de grille ne viennent pas au port de Conakry. Et pourtant, un navire qui n'a pas de grille coûte plus cher, coûte moins cher, je veux dire, qu'un navire qui a des grilles. Donc, tout ça là, ça rend... Quel est l'avantage de cette grille? Cette grille, c'est pour que les navires qui n'ont pas de grille puissent venir au port de Conakry. Et pour le transport des cargaisons, désormais, les chargeurs, les opérateurs économiques guinéens peuvent faire appel à un navire qui n'a pas de grille pour l'amener au port de Conakry et décharger aisément. Il y a un élément. Ça, c'est un premier. Ça va booster la capacité de déchargement. Ça va, non seulement, ça a une capacité de déchargement de 1000 tonnes par heure. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire toute une journée même, des fois. Et là, ça va booster les activités portières. Et ça va réduire le coût des passages portiers. Parce que plus le navire dure en rade, plus ça coûte cher. En termes de surex. Je voudrais revenir sur l'investissement. Je crois qu'il y a un montant qui a été annoncé tout à l'heure, 500 millions de dollars. C'est ce que... d'euros. De dollars, je crois. C'est ce que Al Bayrak devrait investir en 25 ans. Alors, dites-nous, comment on est arrivé à ce montant? Est-ce que c'est vous qui avez fait une étude sur le terrain pour voir, n'est-ce pas, les travaux qui doivent y être faits pour, si vous voulez proposer un tel montant à Al Bayrak, ou bien c'est faire une estimation, ou bien c'est Al Bayrak qui a proposé ça aux Guinéens? Je voudrais une précision. Donc c'est pourquoi je voudrais vous décrire le processus qui a abouti à la signature du contrat. Oui. Et Al Bayrak, comme tous investisseurs, les investisseurs viennent au port de Conakry et ils font des offres. Al Bayrak aussi a été de ceux-là qui a retenu l'attention du port et qui a retenu l'attention des autorités du ministère des Transports. d'alors. Et ils ont demandé des informations au port, comme tous les opérateurs économiques étrangers ou les investisseurs viennent demander des informations sur le port, sur son trafic. Le port a donné ces informations. Bien. Ils sont partis, ils ont fait une première proposition. Nous avons fait des critiques par rapport à cette proposition. Nous avons fait des observations, nous avons fait des suggestions par rapport à ce contrat. Ils sont revenus à la charge avec une deuxième proposition, avec un business plan. Nous avons fait des observations et nous avons critiqué aussi et nous avons fait des recommandations par rapport au contrat. Et on est parti au département sous la médiation du ministre Ouy. Là où on n'était pas d'accord, on a proposé cela. Donc, la présidence s'est saisie du dossier, la présidence a pris le dossier, et les observations du port autonome de Conakry, c'est critique. Et les propositions de l'Irak, ils ont donné à un cabinet international qu'on appelle le Becker M15. Je veux d'abord rappeler que ce cabinet est l'une des grosses boîtes de prestations intellectuelles au monde. Le cabinet là, c'est un cabinet d'avocats qui existe depuis 1900. Les grands et qui évolue en France. Attendez, donc, je peux bien pouvoir. S'il vous plaît, ce cabinet a fait une proposition de contrat avec toutes les sécurités juridiques, prenant en compte les intérêts de la Guinée. Sur les intérêts de la Guinée, voilà. Sur les intérêts de la Guinée, on a quand même lu la première mouture du contrat.
La dernière, je ne sais même pas si elle est disponibilisée, parce que c'est un document qui avait été gardé comme un gros trésor. Alors, sur la première mouture du contrat, on pouvait lire quand même une certaine dose d'exonération qui était accordée à Al-Bayrak. Et au-delà de ça, il y avait même une exonération qui permettait à Al-Bayrak de ne pas payer ces taxes, certaines catégories de taxes et impôts à l'État guinéen si ces prévisions en termes de chiffre d'affaires n'étaient pas atteintes sur 10 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'on avait quand même lu cela noir et blanc à l'époque. Ce n'est pas dans le contrat qui est signé. Ce n'est pas dans le contrat que le cabinet Becker a fait. Un cabinet sérieux ne ferait même pas une telle proposition. Donc ce n'est pas... Au départ, ça existait. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. C'est pourquoi on vous pose la question. Oui, attendez. C'est une première question. Attendez, il va répondre. Je vais répondre à cette question.